Aujourd'hui, en cette période estivale, je voudrais vous parler d'une injustice. Une injustice que l'on a tous connue un jour. L'injustice de découvrir un univers, des personnages, des concepts et des intrigues qui nous fascinent et qui nous émerveillent. Une injustice horrible qui, face à ces événements, ne donne comme réponse à notre cœur de fan émerveillé que le silence assourdissant du manque de suite. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler, de l'incroyable injustice qui s'abattit sur nous quand Rise of the Guardian fut privé de suite, laissant ce seul film comme unique pépite improbable scintillante dans le ciel. Mais avant de parler du film en lui-même, je voudrais un peu parler de sa production, qui est bien souvent méconnue alors qu'elle est très intéressante en soi. Tout commence en 2005, quand William Joyce, un auteur de livres pour enfants américain, s'associe au studio Real FX, un studio qui se fera notamment connaître plus tard pour The Book of Life. Sur une idée de lui, il veut créer un film d'animation en CGI nommé Guardian of Childhood. Pour des raisons inconnues, le film ne se fera jamais, et la seule production à sortir de cette alliance sera un court-métrage nommé The Man in the Moon. Et Dieu merci, heureusement que ça a foiré cette histoire. Non mais sérieusement, regardez-moi ce truc. C'est terrifiant en plus d'être effroyablement moche. Mais c'est ce court-métrage et surtout le lore que Joyce a développé autour qui vont servir de base à notre futur film. Car l'histoire reprend en 2008 quand DreamWorks lui rachète les droits de sa licence en lui promettant à la fois un respect de sa vision des personnages ainsi qu'une implication dans le processus de production. Et pas qu'une petite place vu que c'est rien de moins que le rôle de co-scénariste qui lui est dévolu. C'est en compagnie de son ami David Lindsay Abayer, avec qui il avait déjà travaillé sur le script de Robots, qu'il va pendant plusieurs années peaufiner le script. À la réal, on trouvera un illustre inconnu à l'époque en la personne de Peter Ramsey, qui fut à l'époque le premier afro-américain à être le seul réal d'un film d'animation CGI, et qui a tellement bien fait son boulot qu'il est aujourd'hui réalisateur sur les derniers Spider-Man en animation. Malheureusement, Mary Catherine, la jeune fille de Lindsay Abayer, décède d'une tumeur au cerveau, lui faisant quitter le projet pour ne revenir qu'en tant que producteur distant. Le film sera ainsi dédié à la jeune fille dans son panneau de texte final, laissant le reste du script à son ami et créateur de l'idée de base. Et ces personnages, il les aime tellement que durant l'écriture et la pré-prod, il a commencé une série littéraire autour de leur histoire. En 2011, un an avant la sortie du film, il sortira donc le premier tome de la série Guardian of Childhood, avec Nicholas St. North and the Battle of the Nightmare King, qui prend place 300 ans avant les événements du film. Faisant ainsi de Rise of the Guardian en réalité une suite, en plus d'être une adaptation. En 2011, il sort également un livre illustré, The Man in the Moon, qui pose le background de l'univers et raconte le passé notamment du méchant. Tout ça pour vous faire comprendre que cette histoire, c'est pas juste un simple script pour lui, c'est une saga qu'il a réfléchi profondément et auquel il est immensément attaché. Parce que des livres sur cet univers, c'est jusqu'en 2018 qu'ils continueront à en sortir, prouvant constamment que oui, ce film n'était pas censé être un seul et unique opus, et pourquoi on ressent tant cet effet premier opus durant sa narration. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça raconte Rise of the Guardian ? Rise of the Guardian, ou les 5 légendes en VF, prend le parti de nous personnifier les personnages de légendes enfantines en incarnation purement héroïque, en faisant de Santa Claus la fée des dents, du marchand de sable et du lapin de Pâques des héros agissant dans l'ombre pour apporter du bonheur et de la joie aux enfants du monde entier. D'ailleurs, c'est même plus que ça, car ils vivent de la croyance des enfants. S'ils cessent de croire en eux, alors ils faibliront et dépériront, en faisant en réalité des formes de divinité en fait. Ce qui, vous le verrez, colle parfaitement à la narration. L'intrigue commence bien rapidement quand Pitch Black, le croque-mitaine, annonce son retour au monde. Les gardiens sont rassemblés et l'homme de la lune leur désigne un nouveau camarade pour les aider dans leur lutte. Et ce personnage, c'est Jack Frost. Esprit du vent et de la neige, Jack est joueur, blagueur et généralement jovial, bien que préférant rester dans son coin pour jouer de vilains tours aux gardiens, et bien peu intéressé par la position que l'homme de la lune vient lui attribuer. Le groupe va donc devoir apprendre à vivre ensemble et s'allier pour combattre Pitch, qui menace de tous les détruire, en profitant de leur faiblesse commune qu'est leur désunion. Et sur cette base plutôt simple du groupe de héros aux personnalités fortes s'alliant pour combattre une menace commune, va être bâti rien de moins qu'un des meilleurs films d'animation de Noël que j'ai pu voir, et un excellent film tout court. Premièrement, ces personnages sont exactement le type de personnages que toute bonne histoire se doit d'avoir. En tant que figure légendaire et presque divine, ils correspondent toujours à des archétypes classiques, mais le film brille en leur faisant dépasser ces archétypes.
Ce sont toujours des parts importantes de la personnalité, mais ce ne sont pas leur entière personnalité. Ils sont tous vraiment bien travaillés, mais Jack reste le plus parfait des exemples de cela. Montré comme joyeux, blagueur, impertinent et insouciant, c'est avant tout un personnage qui est en colère contre son créateur. Personne ne croit en lui et donc personne ne le voit, le condamnant ainsi à une solitude qui lui pèse et le hante. Cela colle beaucoup au statut divin des gardiens qui considèrent leur créateur comme un dieu supérieur. Si on voulait faire une comparaison, l'homme dans la lune pourrait être un Zeus et les gardiens des divinités mineures créées par lui. Ainsi, Jack est en colère de ne connaître le but de son existence, ni pourquoi il est dans ce monde. Il est encore plus en colère d'ailleurs car il est dans un monde où son dieu est assuré d'exister et de pouvoir lui répondre mais reste silencieux. After 300 years, this is his answer? To spend eternity like you guys, cooped up in some hideout thinking of new ways to bribe kids? No. That's not for me! No offense. C'est donc cette quête très méta au final qui va le guider, surtout quand il apprendra qu'il a bel et bien eu un passé qu'il a malheureusement oublié. Et c'est un parcours de personnage très intéressant à suivre, le héros qui suit les autres pour son propre objectif personnel plutôt que le bien commun. Et ça permet aussi d'avoir un très bon suivi de l'évolution du personnage, tout en nous mettant intelligemment les thématiques du film sous le nez. Parce qu'il n'y a pas que les héros, et particulièrement Jack, qui portent ce film. Oui, je sais, j'ai un truc avec ce genre de méchant. Je sais pas pourquoi, mais alors, la ténébreuse entité maléfique, extrêmement intelligente, avec un background poussé, qui parle bien et qui héberge une dimension tragique en son sein, j'adore à chaque fois. Mais alors là, Pitch Black... Ah oh. Come on, that's right. Yeah. What a pretty little nightmare. Il est si suave. Toutes ces scènes sont de pur délice à voir tant ils volent parfaitement la vedette à tous les autres personnages. Jude Law fait juste un travail parfait, sachant à la fois lui donner un ton très suave et moqueur, comme de vrais élans de rage ou de peine. Mais Pitch n'est pas juste intéressant car il est incroyablement en classe. Il est avant tout un très bon antagoniste, car il suit le même but au final que le héros. Jack et lui sont ainsi extrêmement liés sur le plan thématique. Je dirais même que c'est directement eux qui portent la thématique du film sur la solitude et ses effets sur l'individu. Pitch, c'est un miroir du jeune homme. Lui aussi, il est rongé par la solitude de ne pas être vu ni reconnu. Il est ce que Jack risque de devenir. La seule différence, c'est que lui, contrairement à Jack, a connu le pouvoir et la reconnaissance avant que les gardiens ne le fassent chuter, alors que Jack n'a toujours que connu la solitude. Ça le rend bien plus déterminé à être de nouveau visible, mais ça pose aussi subtilement la question du devenir de Jack, et c'est très certainement quelque chose qui aurait pu et qui était sans doute censé être traité dans la ou les suites. Jack pourrait même, en l'ayant vaincu, devenir comme Pitch, connaître la gloire et la reconnaissance, puis chuter et tout faire pour redevenir visible. D'ailleurs, l'histoire de Pitch, elle est également construite de cette manière. C'est par contre malheureusement en lisant les livres qu'on apprend cet état de fait, mais Pitch est en réalité un personnage profondément tragique dont l'histoire est une succession de malheurs. Chevalier honorable d'un royaume des étoiles, il est chargé de garder des siècles durant une incarnation du mal absolu sur une planète prison, menant une garde infaillible de la bête sous peine de voir sa fille succomber si celle-ci s'échappait. Et malgré toute sa gloire et son honneur, il se fera petit à petit corrompre pour devenir Pitch Black, oubliant petit à petit qui il était et détruisant lui-même tout ce à quoi il tenait. Vu à quel point les personnages de Jack et lui sont écrits en parallèle, il n'est pas impossible d'imaginer qu'une telle situation aurait pu être le destin de Jack. Avec un peu d'imagination, on peut même imaginer une suite avec un Jack suivant le même destin et des héros devant s'allier à Pitch pour empêcher le cycle de se répéter. Et même si là on entre dans le domaine de la théorie, voire de la fanfic, cette étude un peu plus poussée du perso de Pitch nous montre surtout que l'univers dans son ADN est pensé dans la durée, et pourquoi sa relation avec Jack est aussi fascinante et sointe autant des signes des meilleurs vilains. Antagonistes et protagonistes suivant un même but mais divergents sur la morale. D'ailleurs, c'est ça qui fait aussi que les taquets que met Pitch à Jack sonnent aussi justes et font aussi mal au jeune homme. Then I'm gonna ignore you, but you must be used to that by now. D'un point de vue plus technique, bien que c'est pas ma spécialité, on note que c'est évidemment magnifique, surtout la scène de la naissance de Jack qui est juste folle visuellement. Mais il faut tout de même noter que les enfants sont le penchant le plus faible de l'œuvre. Leur visage fait étrange et on sent clairement qu'il y a eu un peu moins de travail sur eux que sur les persos des gardiens. Les costumes sont vraiment intéressants, mais c'est surtout les environnements qui se révèlent marquants. Du palais de la Fée des Dents, qui a une esthétique très fantasque, style Art Nouveau super intéressante, à l'atelier du Père Noël, qui est juste ultra imaginatif, en plus d'avoir plein de petites blagues en arrière-plan avec les Yeti, que j'ai beaucoup aimé. Mais comme tout le reste dans le film, c'est Pitch qui vole la vedette avec son repère à l'esthétique directement reprise des tableaux d'Escher. Les dents volées ressortissant violemment sur le noir, offrant des jeux de lumière très intéressants. Le casting est au cordeau également, Jude Law en Pitch est juste parfait et jubile à chaque réplique, alors qu'Alec Baldwin donne un Père Noël à la fois très rauque et chaleureux qui colle très bien avec le personnage. Hugh Jackman est...
Bah, hey Hugh Jackman, et je comprends toujours pas c'est quoi le rapport entre le lapin de Pâques et l'Australie, mais il a fait un travail tout à fait potable. Mais alors, pourquoi pas de suite? Pourquoi pas de suite alors que les livres ont continué à être écrits sur cet univers jusqu'en 2018? Pourquoi pas de suite alors que tous ceux l'ayant vu ont été marqués à vie par ce film? Eh bah, pas de suite parce que 87 millions de pertes nettes. Ouais, je sais, ça fait mal. Pas que le film ait été un gigantesque bide non plus, hein. Mais s'il a remboursé son budget de production, c'est son budget de promotion qu'il a mis dans le rouge. Et malgré quelques rumeurs de la part du réal qui auraient été en discussion pour une suite, depuis 2013, c'est le silence total. C'est terrible, mais c'est encore une fois cette terrible et insupportable loi du marché qui fait ou défait les œuvres. Encore et toujours, l'argent régit le monde du cinéma, et encore plus celui du cinéma d'animation. Et le paradoxe sur ce film, il est profondément rageant, parce que ce genre de film, la même année, à quelques mois de différence, faisait un des plus gros scores au niveau rentrée d'argent de l'histoire du cinéma. Parce que oui, quelle différence concrète entre un Avengers et ce film? Sur l'histoire, oui, bien évidemment, mais sur le concept, les deux films sont terriblement proches. Une équipe de fortes personnalités à grand pouvoir qui doivent s'unir contre la menace d'un suave comploteur, une grande gueule qui ne prend pas les choses au sérieux, mais qui va finir par être le plus important du groupe. Enfin, je veux dire, tu pourrais inverser Tom Hiddleston et Jude Law dans leurs rôles respectifs que les personnages de Loki et Peach seraient tout aussi parfaits. Alors oui, c'est rageant, c'est terriblement rageant que l'on soit passé à côté d'une potentielle véritable saga super-héroïque totalement originale et intelligente, parce que ce film est sorti juste après Avengers et que les gens avaient déjà soupé de ce type d'histoire. Mais après, il faut aussi dire que le destin malheureux des Gardiens fait aussi une partie de leur légende. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021 et bientôt 2022, il est temps d'admettre qu'on n'aura jamais notre saga des Gardiens. Mais que, à défaut de la sauver, eh ben je dirais qu'on va la venger. On va la venger en rematant ce film, on va la venger en le faisant découvrir à tous et particulièrement les plus jeunes, on va la venger en se souvenant d'elle et en la faisant vivre. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.